Tiens, je me posais une question. Entre apprendre et comprendre, quelles sont les différences? Pour cet exposé, je vais prendre comme support un jeu vidéo qui me servira à appuyer mes propos. Ce jeu, c'est Céleste. C'est un jeu de plateforme sorti au début de l'année 2018 et qui met en avant des mécanismes simples mais efficaces, dans lequel l'objectif est d'escalader une montagne. Avant d'aller plus loin, je me dois de vous dire que ce jeu possède une narration assez intéressante, car la montagne est aussi une métaphore. Mais bon, ça je vais en parler plus tard. Bon, commençons par le commencement. Bien que cela paraisse évident, chaque apprentissage commence par des prérequis. Tout apprentissage passe forcément par une case de départ qui n'est ni nulle ni neutre. Dans le cadre de Céleste, ce prérequis est avant tout matériel. Parce que si tu possèdes pas le support, bah alors pas de jeu. C'est le premier prérequis. Le deuxième, c'est un prérequis d'interaction, parce que si t'as pas de main, bah tu peux pas jouer, hein, à moins que tu aies un système que je connais pas. Enfin, le dernier prérequis, il est pas visible tout de suite, c'est simplement la motivation à avancer dans l'expérience du jeu. Bon, on va développer un peu parce que vous devez avoir l'impression que je brasse de l'air là. Bon alors, comment le jeu nous fait apprendre? Je vais passer en revue les actions basiques du personnage que l'on contrôle, et le but du jeu. Notre avatar est Madeline. Elle peut se déplacer au sol, se baisser, sauter, contrôler sa trajectoire aérienne, s'agripper au mur, grimper, attraper des objets, et sauter en prenant appui au mur, et sprinter dans 8 directions. Et oui, j'utilise les termes français. Ça a l'air beaucoup comme ça, hein, mais en fait le jeu nous introduit à ces possibilités d'action tout en douceur. À quoi s'ajoutent des mécanismes faisant partie de la conception des niveaux, comme des plateformes qui sont instables, des blocs qui se déplacent dès qu'on les touche, etc. En général, on aura quelques tableaux pour se familiariser avec chacune de ces mécaniques. Ce qu'on apprend aussi, c'est que pour atteindre la fin de chaque tableau, il faut le faire sans toucher un élément nocif, car on meurt en un seul coup. Bon, alors pour être plus clair, le jeu se déroule comme ceci. Découverte d'une nouvelle mécanique, apprendre l'utilité de ce mécanisme, comprendre comment lier la nouvelle mécanique aux actions précédemment acquises, comment s'en servir pour venir à bout du tableau, enrichir le répertoire en retenant les nouvelles actions possibles et les nouveaux mécanismes, et enfin, recommencer ce processus pour tout nouvel élément introduit par le jeu. Si au début le jeu est plutôt simple, rapidement on voit des tableaux assez compliqués où il va falloir utiliser notre expérience de jeu pour en venir à bout. Parfois les tableaux sont suffisamment appliqués à comprendre pour qu'on puisse les qualifier de puzzles. Et je dis bien puzzle car on a dans notre répertoire d'actions la manière de les résoudre. Avec cette recette, on se dit que bon, c'est bon, hein, le jeu semble pas insurmontable. Et c'est vrai, c'est pas insurmontable. Mais ça va être long et ça va être difficile. Car dans tout apprentissage, il y a un paramètre que l'on subit et qui nous est propre. La persévérance. Dans Céleste, quand le joueur termine un chapitre, le nombre d'échecs est montré et restera dès que le joueur rejouera ce chapitre. Ce compteur de mort semble être au premier regard un genre de gadget sadique que les développeurs auraient mis là pour nous rabaisser dans notre accomplissement. En vérité, il n'y a rien de vrai dans cette première vision. Le compteur de mort est même l'une des meilleures idées du jeu et je pèse mes mots. Sérieusement, c'est un vrai problème aujourd'hui que de garder que de traces des succès. L'échec, on ne veut pas le montrer, on ne veut pas le voir. Pourtant, ça semble être plus que nécessaire à notre bonne santé mentale. Déjà, ça rend plus humble, car ça inclut le fait qu'il est nécessaire d'échouer pour réussir dans un apprentissage. Ensuite, ça montre votre capacité à supporter les échecs de parcours. Ça a l'air de rien, mais si vous n'êtes pas habitué à la difficulté, il y a des chances pour que vous ayez du mal avec les échecs à répétition, mais que vous abandonniez. Alors qu'une personne habituée aux difficultés aura une plus grande résistance aux échecs et en sortira plus forte. La persévérance, c'est la force et la résistance de la motivation. Le cerveau est constitué entre autres choses de neurones qui sont liés entre eux par des connexions synaptiques. Ces connexions sont vraiment très nombreuses. Elles sont sollicitées à des degrés différents et durant des intervalles différents eux aussi. D'après ce que j'ai compris, quand on découvre une nouvelle activité, on ne crée pas de nouveaux neurones, mais de nouvelles connexions entre les neurones. Et plus une activité est courante dans notre vie, et plus la connexion est forte. C'est-à-dire que le signal se dissipe moins entre la source de départ et l'arrivée. C'est comme si sur un tuyau d'eau chaude, on rajoutait des couches d'isolation pour qu'au robinet, la température de l'eau soit la plus proche possible de la source. Du coup, plus on fait une activité, et mieux le cerveau sait la traiter. Cependant, il y a deux effets que je veux mettre en avant ici. L'acharnement et le repos. Quand on travaille fort sur une tâche,
Dans mon exemple, quand on réussit à passer un tableau particulièrement retors, on se force à trouver des moyens de réussir. Soit en cherchant à mieux mouvoir le personnage, à comprendre comment résoudre le puzzle platformesque qui nous est montré, ou en cherchant à avoir de meilleurs réflexes. D'expérience, je dirais que l'acharnement, pour être efficace, doit être inversement proportionnel à la complexité de la tâche. Plus une tâche est facile, et plus on pourra s'acharner à trouver des moyens de rendre son exécution plus satisfaisante. Si la tâche en question est trop complexe, alors il est facile de s'embrouiller et de mal faire. En fait, ça me semble être un rapport entre les ressources mentales que l'on peut accorder à une tâche et la consommation de ressources de cette même tâche. Quelle que soit l'activité, il y a forcément un moment où on n'arrivera plus à se concentrer. Et on comprend bien que plus une tâche est difficile, plus elle demande de ressources. À plus forte raison si c'est une activité qui est nouvelle pour nous. C'est pour ça que le repos est un bon moyen de progresser. Ça a dû déjà vous arriver d'avoir une énigme sur laquelle vous bloquiez. Et un beau matin, bam! Vous avez la réponse, sans avoir mobilisé des masses d'énergie. Comme ça. Vous avez souffert d'une frustration pendant un moment, et là, d'un seul coup, vous avez la solution. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi ça arrive et de comment ça marche, mais c'est un effet sur lequel il faut compter pour apprendre et comprendre. Ah oui, tiens, c'est vrai que depuis le début j'utilise apprendre et comprendre sans vraiment expliquer ce que j'entends par là. Personnellement, je vois ça comme une capacité à retenir des informations. La compréhension, c'est pour moi la capacité de déduire à partir de ce qu'on a appris. Les deux entités ne sont pas indépendantes, mais plutôt dans une dynamique d'entretien complémentaire. Si je retiens des informations, alors je comprendrai mieux des sujets similaires. Et plus je comprends, plus je pourrai me frotter un éventail d'informations plus large, et ainsi de suite. L'apprentissage est donc un accélérateur de compréhension, et la compréhension est un accélérateur d'apprentissage. Revenons au jeu. Dans Céleste, il y a des objets qui n'aident pas à finir le jeu. Ces objets sont des collectibles qui prennent la forme de fraises, qui sont présents à divers moments du jeu, que ce soit dans un tableau classique ou dans une zone cachée. Les développeurs indiquent par ailleurs que les fraises ne servent qu'à impressionner les amis et ne sont en aucun cas indispensables. Cependant, la quête de recherche des fraises peut devenir un jeu à elle seule. Réussir à trouver l'endroit où elles se trouvent, ou même trouver la manière d'y accéder, est un défi de taille, car elle nous force à utiliser nos compétences de recherche et de manipulation du personnage à un degré un peu plus élevé que la quête principale. Pour faire une comparaison, c'est comme si dans un livre on tombait sur un mot ou une phrase dont le sens nous échappe ou serait un peu trop obscur, mais dont l'auteur aurait donné les ressources dans les notes de bas de page pour que n'importe quel lecteur puisse enrichir sa compréhension. Certes, il y a un effort à faire pour s'éloigner du parcours et y apprendre un complément, mais au final, dans le cas du jeu comme de la lecture, on s'en retrouve enrichi. Dans certains passages secrets, on retrouve par ailleurs des cassettes menant à des versions alternatives du chapitre en cours. Ces niveaux sont plus difficiles et demandent une maîtrise supérieure de notre personnage. Comme quand on veut en savoir plus sur un sujet, on est capable de s'arrêter pour être bien sûr de bien comprendre un point précis et éviter de mal comprendre la suite de l'enseignement. Ces chapitres alternatifs, appelés phase B dans le jeu, nous donnent des méthodes avancées nous permettant de parcourir avec plus de facilité le parcours normal. Ces détours représentent des bifurcations dans la progression, pour y revenir plus tard en étant mieux armé pour reprendre l'apprentissage. Mais sont aussi présents d'autres collectibles donnant accès à des chapitres plus difficiles. Ce sont les cœurs de cristal. Durant les chapitres normaux, le cœur doit être trouvé ou débloqué, soit par une séquence d'actions précise, soit par la découverte d'un passage secret, dont certains font appel à des mécanismes qui ne sont pas indiqués dans le jeu. Comme par exemple ce bloc blanc où il faut effectuer une action qui était déjà présente sans être indiquée dans un jeu de la série des Mario Bros pour résoudre l'énigme. A l'instar de concepts formalisés par d'autres auteurs, parfois une logique différente doit être appliquée. A l'instar de concepts formalisés par d'autres auteurs dans un livre par exemple, parfois une logique différente doit être appliquée pour comprendre ce qu'on est en train de lire ou d'entendre. Ce qui est un peu embêtant, c'est que dans ces cas, il faut presque entièrement sortir du cadre pour pouvoir comprendre le contenu qui est proposé. Contrairement aux cœurs rouges et dorés, respectivement trouvables dans les phases B et C de chaque chapitre. Dans ces cas, pour les obtenir, il faut réussir une épreuve difficile, voire très difficile, où la marge d'erreur admise est minimale, voire quasi inexistante pour les phases C. Ces cœurs-ci demandent une grande compréhension des mécaniques de jeu et une bonne capacité de focalisation. Là pour le coup je n'ai pas vraiment de comparaison, alors on va passer à la suite. Une fois les cœurs rouges et bleus obtenus, un challenge d'un autre type nous est proposé, les fraises d'or. Il n'y en a qu'une seule par chapitre, et celle-ci se trouve au début et bien en évidence, mais elle ne sera validée qu'à la fin du niveau. Ici, chaque échec nous ramènera au début du chapitre en question.
Bon, alors là on a atteint le stade ultime du par cœur, et selon moi ce n'est pas si intéressant que ça. Quelque temps après la sortie du jeu, un chapitre supplémentaire est sorti. Ce chapitre est très intéressant dans les puzzles qu'il propose. Le jeu nous propose d'utiliser des mécaniques toutes nouvelles, en plus de toutes les précédentes, ce qui est déjà fort appréciable. Par contre, soyez prévenus, pour profiter... non, le terme n'est pas adapté en fait. Si vous voulez éprouver votre capacité de résistance à l'échec sur tout le chapitre 9, il faut avoir en sa possession tous les cœurs bleus et tous les cœurs rouges. On nous propose d'aller plus loin dans l'utilisation des capacités de notre personnage grâce à des techniques de déplacement assez difficiles à utiliser quand on n'est qu'un joueur occasionnel. Mais bon, ça servira à rien de trop en parler, parce que bon, en fait ça se ressent mieux quand on a la manette en main. Le scénario du jeu. Oui, bon, j'ai laissé ce sujet de côté pour le moment, mais il me semblait important de parler du contenu ludique avant le contenu narratif. Céleste fait partie des jeux qui ont une partie ludique qui sert la narration. Madeline, notre avatar, escalade une montagne. Le personnage, au gré de ses rencontres, va nous donner son motif, sa quête, et le pourquoi de cette aventure. Attention, je risque de vous divulgacher une grande partie du scénario, et vous en livrer ma grille de lecture, qui pourra vous influencer. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est quand même mieux de vous frotter au contenu original et de faire le jeu. Mais bon, maintenant vous êtes avertis, alors continuons. Madeline est un personnage qui est en dépression. Si elle escalade la montagne, c'est pour se prouver à elle-même qu'elle peut réussir quelque chose de difficile, et ainsi retrouver du sens à sa vie. Durant son ascension, elle rencontrera l'antagoniste qui tentera d'entraver sa progression. Cet antagoniste n'est autre qu'une version sombre et méchante de Madeline. La communauté des joueurs l'a habilement surnommée Badeline. Sauf que là où ça change d'un autre antagoniste doppelganger classique, c'est que Badeline est une part de l'esprit de Madeline. Chacune des deux représente un type d'inertie. Madeline veut aller de l'avant, vers la difficulté, vers l'effort, et ne pas être stoppée. Badeline, elle, veut rester là où elle est, dans la facilité, dans le confort, elle ne veut pas bouger. Et voici l'instant tant attendu de l'étymologie barbare. L'opposé du confort, c'est l'effort. Dans la vie, on peut dire de façon extrêmement schématique qu'il y a deux types de situations. Les situations de survie, dans lesquelles on doit s'adapter et fournir de l'effort pour pouvoir vivre plus longtemps. Dans ce cas, l'effort est nécessaire. C'est pour ça que, dans ce type de situation, seul l'effort survive. En second, on a les situations de sous-vie, dans lesquelles aucun effort n'est nécessaire. Globalement, c'est être dans le confort. N'importe qui peut sous-vivre, et c'est une situation qui a tendance à la stagnation et à la régression de toute compétence, puisqu'on n'en a pas besoin. C'est une situation triomphale pour le con, fort, car il peut vivre tout en restant con. Fin de la parenthèse d'étymologie. Madeline représente donc l'effort, double sens, et Badeline représente le confort, et le con, fort. Mais au début seulement, car Madeline comprend qu'elle n'avancera pas en reniant cette partie d'elle-même. Alors elle se réconciliera avec Badeline en l'acceptant telle qu'elle est. Et Madeline gagnera un sprint aérien supplémentaire. Et ça, c'est un beau message pour tout le monde. Badeline n'est plus vue comme le confort passif, mais plutôt comme le confort actif, aussi nommé le réconfort. Comme on l'a vu plus tôt dans cette vidéo, l'acharnement mène à l'épuisement et à l'improductivité. Un juste dosage d'effort et de confort permet de donner notre meilleur dans les situations quotidiennes, et ainsi d'avancer plus facilement. On est plus efficace quand on est expérimenté et reposé. Conclusion. Céleste est un jeu bien ficelé avec des mécaniques limpides et précises qui utilisent une courbe de difficulté qui est très satisfaisante. Et sa cohérence ludonarrative sert vraiment le propos du jeu. Le jeu sait qu'il est difficile, mais sait se montrer très gratifiant. Toutefois, pour ceux qui trouveraient le jeu vraiment trop difficile pour eux, un mode assisté personnalisable est présent dans les options. On peut facilement venir à bout des niveaux trop durs en diminuant la vitesse du jeu, avoir tout le temps 2 sprints, ne pas mourir, etc. Toutefois, le jeu nous prévient, parce que bon, le mode assisté n'est pas pensé pour avoir une expérience gratifiante.
Ceci dit, le jeu nous humiliera pas d'avoir activé les aides. Il n'aura pas de fin différente non plus, et n'affichera pas de malus public. C'est un jeu bienveillant, dont les leçons peuvent aider certaines personnes durant des moments difficiles. Surtout en rappelant que le véritable échec, ce n'est pas de rater une épreuve, le véritable échec, c'est quand on arrête d'essayer. Et merci de m'avoir écouté. Alors, petite parenthèse de fin complètement improvisée. Ce qui est quand même bien, avec Céleste, c'est quand même que c'est un jeu qui te dit, bon, à un moment donné, il faut arrêter, hein, il faut que tu arrêtes de rester dans ton confort. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que quelque part, ça nous dit que si on veut vraiment progresser dans la vie, bah, il faut arrêter de jouer en fait à Céleste. Donc en gros, une fois que tu as appris la leçon de Céleste, je veux dire, va faire autre chose, quoi. C'est maintenant, c'est bon, tu as compris ce que le jeu voulait te dire, quoi. Donc maintenant, tu peux aller tenter autre chose, quoi. Tu peux aller tenter d'aller jouer de la guitare, d'aller parler avec des gens, de tester un nouvel apprentissage, une nouvelle langue, etc., quoi. C'est un jeu qui est vraiment sympa en fait pour ça, puisque c'est un jeu qui te dit, voilà, quoi, c'est si toi, ton objectif c'est d'avancer dans la vie, mais que tu ne fais aucun effort pour y parvenir, et ben au final, ça veut dire que tu auras plus écouté ta part d'ombre, entre guillemets, plutôt que ton envie de bouger et d'aller de l'avant, quoi. Donc voilà, c'est ça. Ne devenez pas Badeline, devenez Madeline, devenez quelqu'un qui veut avancer. Mais pensez aussi justement à vous restaurer, à vous reposer. C'est-à-dire ceux qui disent tout le temps, oui, il faut toujours bosser, toujours faire ci, toujours faire ça. Alors il y en a qui arrivent, hein, c'est clair. Hein. Mais bon, c'est pas tout le monde qui est programmé, enfin c'est pas tout le monde qui a cette résistance à l'effort tout le temps et prolongé, quoi. Et parfois ça peut te détruire, ça peut user. Hein. Dire, quand je disais la survie, plutôt, c'était pas pour dire oh, la survie c'est bien meilleur que la sous-vie. Non, non, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire une situation de survie, au bout d'un moment, ça use. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve des moyens pour contourner cette survie, contourner cet effort. On n'aurait pas cette société où on peut aller au supermarché et acheter des trucs sans avoir à chasser ni à cultiver, avec tous les efforts que ça implique, si justement on préférait pas le confort à l'effort. Mais la difficulté, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à l'être humain. Donc voilà, c'est pour ça le message en fait dans ce jeu, et le message que j'ai compris du jeu en tout cas, c'est faites quelque chose. Si c'est difficile, c'est pas grave. Si vous échouez plein de fois, c'est pas grave. Continuez, faites de votre mieux, et essayez d'avancer malgré tout. Voilà. Essayez d'avoir une résistance accrue à l'échec. Parce que mine de rien, l'échec c'est un très bon maître. Hein, c'est-à-dire, en général, quand on réussit, on n'a pas toujours des bonnes leçons qui en sortent, quoi. Alors, c'est comme quand on veut apprendre comment faire quelque chose, c'est bien d'avoir un mauvais truc. Et par exemple, si tu veux apprendre comment faire des blagues, c'est bien de savoir faire rire les gens. Mais c'est bien aussi de savoir ce qui peut ne pas faire rire les gens. C'est-à-dire, c'est Edison qui avait dit ça. On peut trouver... j'ai pas trouvé une manière de faire l'ampoule, mais j'ai trouvé des milliers de manières de pas en faire. Et ça, c'est une autre manière aussi de voir comment on peut arriver à un certain succès, ou en tout cas à un objectif, à atteindre un objectif. C'est pas forcément en ayant trouvé le chemin optimal, c'est en ayant éliminé tous les mauvais chemins. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura servi tout ça, et je vous souhaite une bonne journée, hein, et trouvez des trucs qui peuvent vous plaire, qui vous donnent envie d'avancer, ne serait-ce que pour vous. Voilà, allez, à plus.